Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTB Radio, la radio du peuple. L'émission d'aujourd'hui sera consacrée au scandale lié à la SPA Sudalpine, soupçonnée d'extorsion, d'escroquerie et d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Cette émission sera divisée en deux parties, avec en première partie le rappel des faits de cette affaire. Nous allons également entendre plusieurs témoignages de plaignantes et plaignants. Durant la deuxième partie, nous rejoindra Maître Hendriksen, l'avocat de la partie civile dans ce dossier. Ce deuxième volet sera principalement consacré au procès qui s'est déroulé le 25 septembre dernier et dont le jugement sera rendu le 13 novembre. Pour ce premier volet, nous accueillerons donc sur notre plateau Tamara et Séverine, deux plaignantes, puis une troisième, Laetitia, nous rejoindra au cours de l'émission. Durant cette première partie, vous allez entendre plusieurs témoignages difficiles et poignants. KTB Radio a souhaité vous laisser la parole et les micros pour que les plaignantes et les plaignants puissent s'exprimer librement. Je n'interviendrai pas, ou très peu, durant ces propos. Nous souhaitons laisser les paroles telles qu'elles sont, sans rebondir. Et surtout, nous tenons également à préciser que vous détenez toutes les preuves de ce que vous avancez. C'est important de préciser tout ça. Bonjour Tamara, bonjour Séverine, merci d'être parmi nous. Un grand merci à vous d'avoir accepté l'invitation de KTB merci Radio. À toi. Je laisse la parole à Tamara, qui est à l'origine de la découverte de cette affaire. Comment cette affaire a débuté? Quelle est son origine? Alors, tout commence en septembre 2022. Une chienne prénommée Sian est retrouvée sur une falaise à la Sols. Alors, la question qui demeure encore aujourd'hui, c'est comment cette chienne a pu se retrouver là-bas. Alors, il est difficile d'imaginer qu'elle y soit arrivée seule. Le facteur humain est selon nous toute logique inévitable. Puis la SPA intervient. Ils sortent la chienne de là, mais c'est la suite qui pose problème, car la SPA décide de ne plus la rendre. Ce qui aurait dû rester une action positive s'est transformé en ce que j'appelle une tentative d'extorsion autour de cette chienne, sans compter les menaces et tout ce qui en a découlé. Très vite, les médias s'emparent de l'histoire. Une belle communication est faite autour de Sian et c'est ce que voit le grand public qui ignore totalement ce qui se joue en coulisses. Dans la presse, la SPA affirme que c'est un acte bénévole, complètement désintéressé, mais la vérité, c'est que ce n'était pas le cas. Il a fallu payer le sauvetage à la SPA. En soi, un sauvetage coûte de l'argent, ça, je peux tout à fait l'entendre, mais pourquoi mentir en disant que c'était un acte gratuit et désintéressé? Pour nous, c'est un premier problème, parce que ce paiement, en réalité, n'était rien d'autre qu'un moyen de dissuader l'éleveur, M. Gianetta, et l'un des propriétaires, M. Cécile, de récupérer la chienne. Au passage, la SPA en a profité, selon nous, pour discréditer les pompiers. Elle a laissé entendre que leur intervention aurait coûté trop cher, environ 600 €, et que c'est pour cela qu'ils n'étaient pas intervenus. Mais là encore, on ne sait pas ce qui a été dit aux pompiers pour qu'ils ne se déplacent pas. J'espère que la future enquête le dira. Ce qui est sûr, c'est que sans ce sauvetage, la chienne aurait été condamnée, ça c'est un fait. Si personne n'était allé la récupérer, elle serait morte. Nous avons appris de la part même de la SPA Sudalpine qu'ils étaient descendus une première fois pour voir la chienne sur le rebord de cette falaise. Ils auraient très bien pu en profiter pour vérifier sa puce électronique, remonter et prévenir le propriétaire inscrit sur la carte ICAD. Ainsi, il aurait pu s'organiser pour l'intervention éventuelle des pompiers si c'était ça qui les empêchait d'intervenir. La chienne aurait pu être sauvée autrement, mais ça n'a pas été fait. Et au final, ce sont les pompiers qui se retrouvent salis dans l'histoire, et ce n'était vraiment pas nécessaire. Voilà, donc déjà, 2 points très problématiques. D'abord le mensonge sur le caractère désintéressé du sauvetage, ensuite l'attaque injuste contre les pompiers. Et puis, un troisième élément est venu s'ajouter, celui qui révèle leur manière de fonctionner, car dans la presse, la SPA a déclaré que la chienne avait été maltraitée, qu'une enquête pour maltraitance était ouverte. C'est totalement faux. Je vais vous lire exactement ce qui a été dit dans la presse.
Rapidement, des examens médicaux sont réalisés sur le berger blanc suisse de 1 an, Sian. Son ossature, ses côtes, hanches et son sternum sont apparents. La chienne montre des grands signes de faiblesse mais aussi de maltraitance. Elle était très faible, amaigrie, tenait à peine debout et sa déshydratation était apparente, voire sévère, précise Johanna Tinard, enquêtrice maltraitance au refuge. Elle estime que la bête était là dans un état de maigreur important, avant même de se retrouver coincée sur la falaise. Sian se trouve aujourd'hui dans les locaux du refuge. Une enquête a été ouverte pour maltraitance animale. Article de Madame Bérénice Roland. Pendant tout ce temps, du coup, la SPA n'a prévenu personne que la chienne était dans leurs locaux. Monsieur Cécile l'a cherché désespérément. Et la SPA a prétendu qu'il n'avait pas cherché, puis pas cherché correctement. C'était l'un de leurs justifications pour refuser de la rendre, sans compter la maltraitance. Ils l'ont même dit publiquement dans une émission diffusée sur Brut, dans l'émission La touche animale. Dans ce reportage, Madame Tinard explique que la facture n'était pas liée au sauvetage, mais qu'elle avait pour but de responsabiliser le propriétaire parce qu'il avait perdu sa chienne. Donc en gros, une sanction. C'est vraiment là que l'histoire commence à déraper. Parce qu'à partir de ce moment, l'éleveur M. Gianetta, à son tour, a tenté à plusieurs reprises de récupérer Sian. Et ce n'est qu'au bout de la 4e fois qu'il y est parvenu. Dès la première tentative, le mercredi suivant l'intervention de la SPA, il tombe sur 3 personnes. Madame Lamiran, Madame Lotin et Madame Tinard. Les 3 mêmes noms qui apparaissent dans l'article de France 3. dont l'une parle du sauvetage, l'autre des pompiers, la 3e de la maltraitance. On voit bien que tout était parfaitement rodé, chacun avait son rôle bien défini. Ce jour-là, il encaisse de plein fouet les accusations qu'il est maltraitant, que son élevage est illégal, qu'il est incompétent et j'en passe. Et il est fort à parier que ce rendez-vous a été enregistré. Car la SPA Sud-Alpine enregistre quasiment tout, soit avec des GoPros, soit avec leur téléphone. Leur refus de rendre la chienne est catégorique. Selon eux, une enquête est ouverte contre l'éleveur et son supposé élevage illégal. Sauf que leur propre vétérinaire, lui, avait déclaré que la chienne était en parfaite santé. Elle avait aussi été vue quelques jours avant sa disparition. Et là aussi, une attestation vétérinaire prouve que la chienne était en parfaite santé. Une contradiction flagrante, une de plus. Sans compter que l'élevage n'a jamais été illégal. De mon côté, j'ai eu la SPA Sud-Alpine au téléphone à plusieurs reprises. Parce que moi, ancienne éleveuse, je sais comment fonctionnent ces choses-là. Monsieur Gianetta, lui, a été dépassé par leur accusation. Il n'a pas su se positionner. L'affect a pris le dessus. Pourtant, il avait tous les documents et était disposé à payer leurs factures. Et s'il ne s'agissait que d'argent, il aurait payé, récupéré la chienne et l'histoire se serait arrêtée là. Donc, j'appelle la SPA. C'est une certaine Danielle qui me répond. Et sa justification, je m'en souviendrai toujours. Elle me dit que la chienne ne serait pas rendue parce que c'est une chienne qui allait faire de la reproduction. Voilà une nouvelle raison. Mais en quoi cela les concerne ? J'ai vraiment du mal à comprendre. À la fin de la conversation, elle ajoute que l'appel est enregistré. D'ailleurs, j'ai un mail où il est écrit noir sur blanc « Merci de ne pas nous enregistrer ». Et à partir de ce mercredi, les choses s'enveniment. Monsieur Gianetta, dépassé, tient des propos très graves. Je ne le reconnaissais pas. Alors paniqué, j'appelle la SPA pour tenter une nouvelle fois de comprendre leur folie. Et leur réponse est claire. De toute façon, on rendra la chienne seulement s'il est prouvé que les conditions de vie à l'élevage sont bonnes. Nous devons venir contrôler la structure. Là encore, ça n'a rien à voir avec Sian, qui vivait à l'époque chez Monsieur Cécile sur les hauteurs de Nef. J'ai alors répondu qu'il n'y avait aucun problème, qu'il pouvait venir quand il voulait, parce qu'il n'y avait rien à cacher. J'avoue que j'aurais jamais dû accepter cette condition. Le lendemain, ils viennent à l'élevage et je suis là ce jour-là. La veille, la situation avait tellement dégénéré que je ne pouvais pas laisser Monsieur Gianetta seul. La visite se déroule sans problème. Les responsables de la SPA sont même impressionnés par la structure de l'élevage et de la pension. Elles la trouvent formidable. Et elles l'ont d'ailleurs reconnue plus tard dans leurs propres auditions. Mais dans leur audition, elles disent être venues non pas pour voir comment était l'élevage au niveau des infrastructures, mais pour aider Monsieur Gianetta dans ses papiers.
Selon elle, ils ne connaissaient même pas ce qu'était un ICAD. C'était encore une fois lunaire. Ça montre surtout leur besoin constant de discréditer les gens, de les rabaisser, de se montrer comme des appuis indispensables. Qu'elles étaient là pour le remettre sur le droit chemin. Je cite là Madame Lautin. La réalité, alors, elle est tout autre. Pendant une demi-heure, elles ont surtout exigé de voir les documents de l'élevage et la pension, qui ne relèvent absolument pas de leurs compétences. Et là, un détail nous a alertés. Dans leurs mains, elles avaient un listing complet de tous les animaux de l'élevage. Or, ce type de document, seule la DDPP peut y avoir accès. C'est un fichier strictement réservé aux autorités de protection de la population. Alors, comment la SPA Sudalpine s'est-elle procuré ce listing? Voilà une des premières grandes zones d'ombre de cette affaire, qui est très problématique, je dirais même très dangereuse. Quand nous avons vu ce listing dans leurs mains, nous avons compris qu'il y avait un énorme problème. Mais là, on a fait genre de rien. De toute façon, aucun document n'aurait été remis à la SPA. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'elle posait des questions sur des chiens bien précis. Pas seulement ceux de Monsieur Gianetta, mais aussi certains qui m'appartenaient, qui étaient aussi mentionnés sur leur papier. Leur visite a duré 2 heures, rien à cacher, sauf qu'il est hors de question qu'elles aient les papiers. Mais elles étaient ravies de la structure, qu'elles ont qualifiée de magnifique, mais ensuite, tout a tourné autour d'une seule idée, pousser Monsieur Gianetta à leur céder Sian, pourtant à Monsieur Cécile. Pour y parvenir, elles ont commencé à salir Monsieur Cécile. Selon elles, c'était un maltraitant, un alcoolique, incapable de gérer sa chienne. Monsieur Gianetta, lui, connaissait bien ce monsieur, a été surpris de ces accusations, mais il n'enquête pas sur les gens. Et la SPA se présentait comme ayant fait ses propres enquêtes, alors il a douté, tout en restant méfiant. Elles ont profité pour évoquer d'autres chiens de l'élevage, placés ou revendus, en prétendant qu'eux aussi étaient maltraités et que des signalements avaient été faits contre Monsieur Gianetta. Après vérification, tout cela était faux. La négociation a donc continué et finalement Monsieur Gianetta a accepté le principe d'un accord, mais à une seule condition, que Sian retourne chez Monsieur Cécile et qu'en cas de problème, la SPA mène une enquête et retire la chienne si nécessaire. Rien de plus. Il voulait juste que la chienne aille bien et soit dans de bonnes conditions de vie. Les responsables de la SPA sont repartis, convaincus d'avoir presque obtenu gain de cause, puis ce Monsieur Gianetta appelle Madame Lautin sur le numéro qu'elle lui avait donné pour qu'il lui donne sa réponse finale pour Sian. Pendant 10 minutes, il a répété encore et encore qu'il acceptait de céder Sian, mais à une seule condition, que la chienne retourne chez Monsieur Cécile, et qu'en cas de problème, la SPA prenne des dispositions nécessaires. Il lui dit qu'il va lui envoyer un mail récapitulatif et qu'il passera signer les documents. De là, Madame Lautin a montré qu'elle connaissait parfaitement les lois. Elle lui a expliqué qu'il doit écrire qu'il cède Sian, la chienne, à la SPA, en précisant le numéro de puce. Alors ce mail suffisait, qu'il avait de fait abandonné Sian. C'est à ce moment-là que j'ai pris la main. Au lieu de que ce soit lui qui lui envoie ce message, c'est moi qui l'ai fait. J'ai rédigé ce mail beaucoup plus neutre. Un mail où je les remercie de leur passage et de leurs conseils qu'elles avaient donnés, et les conditions pour l'abandon de Sian, et que la suite serait faite prochainement, sans jamais écrire ce que Madame Lautin avait demandé. L'objectif était clair, gagner du temps, et vérifier les affirmations de la SPA sur des supposées maltraitances des autres chiens placés ou revendus par Monsieur Gianetta. Ce qu'elles étaient en train de faire était tellement flagrant. Après avoir eu confirmation par plusieurs personnes que la SPA mentait au sujet de la prétendue maltraitance, tout est devenu clair. Monsieur Gianetta était en train de se faire berner. Le plus dur à avaler, c'est ce que nous avons appris ensuite. Juste après leur visite à l'élevage, convaincus d'avoir obtenu Sian, les responsables de la SPA sont passés à la gendarmerie de Laragne. Elles y ont déclaré que l'ensemble des animaux de l'élevage devaient être saisis et qu'il faudrait se tenir prêt pour intervenir. Elles ont même ajouté qu'il fallait surveiller Monsieur Gianetta ce jour-là, au cas où il ferait une connerie. Quand on recolle les morceaux, on comprend parfaitement la manœuvre. Puis la SPA est prévenue que finalement la chienne serait récupérée. Monsieur Gianetta est remonté une 3e fois avec Monsieur Cécile pour tenter de récupérer sa chienne. Nouveau refus.
Cette fois, c'est Daniel qui lui explique qu'elle n'a pas le pouvoir de rendre la chienne, qu'il faut attendre les responsables, ce qui soulève une question toute simple. Comment font les gens pour récupérer leurs animaux en fourrière si la décision dépend uniquement de la responsable Madame Lotin qui est présente que 20 heures sur place? Finalement, le lundi suivant, un nouveau rendez-vous a lieu. Pendant 20 minutes, Monsieur Gianetta subit des menaces. On lui dit qu'une plainte sera déposée contre moi, qu'on s'en prendra donc à sa famille. Tout cela pour le faire céder la chienne. En tentant une nouvelle fois de le mettre sous pression, comme elles avaient déjà réussi à faire. Au fond, tout cela n'aurait jamais dû arriver. Dès le mercredi, la chienne aurait dû être rendue, quitte à payer les frais de sauvetage, mais non. La SPA a fait en sorte d'envenimer la situation et de tout faire pour ne jamais la rendre. Parce que cette chienne était devenue leur plus beau coup de communication. Et puis enfin, Monsieur Gianetta a pu repartir avec elle. Il a bien payé les 1040 €. La SPA marque sauvetage sur sa feuille et don sur la leur. Par ailleurs, lors du procès, Madame Thinard affirme ne pas avoir demandé à être payée pour ce sauvetage et qu'elle n'a jamais émis de facture à la SPA concernant la chienne. Elles lui ont annoncé que désormais, elle communiquerait publiquement sur les réseaux sociaux à propos de 2 chiens, Sian et Tyson, avec la promesse de contrôle de la DDPP sur la structure car l'élevage, une nouvelle fois, elles prétendent qu'il est illégal. Ou plutôt une vengeance, car elles n'avaient pas réussi leur coup. Monsieur Gianetta les a laissées parler car elles savaient très bien que c'était faux. Il a dit oui, pas de souci, et il est parti avec la chienne. C'est là où s'arrête l'histoire, on va dire, avec Sian. Alors, Tamara, tu viens de parler d'un autre chien, Tyson. Qu'est-ce qui s'est passé avec cet autre chien ? Alors, Tyson, son histoire, elle tombe vraiment au pire moment. Elle surgit en même temps que l'affaire de Sian. À ce moment-là, Sian venait juste d'être récupéré par la SPA. Et Monsieur Gianetta n'avait encore aucun mauvais retour, ni a priori, sur cette association. Alors, son jugement était faussé. Il n'imaginait pas encore ce que la SPA pouvait être capable de faire. Tyson, c'est un staffy vendu à la famille Dubois. Puis un jour, il est percuté par une voiture, un accident grave. Il est amené d'urgence à une clinique vétérinaire sur Gap pour tenter de lui sauver la vie. À ce moment-là, un vétérinaire alerte Monsieur Gianetta. Ses propos sont alarmants. Mais il ne parle pas seulement de l'état du chien et de l'accident. Il accable la famille Dubois. Il dit que ce sont des maltraitants et que lui-même fut menacé à son cabinet. Car les propriétaires n'auraient pas voulu payer les soins. Ils voulaient, dit-il, que le chien soit sauvé, mais gratuitement. Et c'est là que tout bascule. Le vétérinaire demande à M. Gianetta de l'aider à sauver Tyson et de le basculer au nom de la SPA Sudalpine. En clair, tout était déjà acté pour Tyson avec la SPA. Le choix qui lui a été présenté, c'était soit il cédait Tyson à la SPA pour lui sauver la vie, soit il le laissait mourir. À aucun moment, il n'a été question qu'il puisse récupérer le chien. Il faut rappeler aussi que Tyson avait été vendu à la famille Dubois, il avait une famille, un acte de vente existait, même si la famille n'avait pas fini de le payer. Lors du procès, mes dires ont été déformés, une phrase a été isolée pour faire croire que M. Gianetta avait le choix de récupérer le chien. Mais ce n'est pas vrai. C'était bien d'aider le vétérinaire pour le donner à la SPA ou le laisser mourir. Car si M. Gianetta aurait payé les soins de Tyson, il serait alors reparti chez la famille Dubois qu'on accusait des pires sévices. M. Gianetta pensait naïvement et réellement qu'il faisait quelque chose de bien pour ce chien, et ainsi le mettre à l'abri. Par la suite, il y a eu des échanges de SMS entre le vétérinaire et M. Gianetta pour la cession du chien à la SPA. Mais surtout, un mail a été envoyé. Je vais vous lire un passage, car il est très parlant. Le docteur écrit à M. Gianetta « Je vous confirme que le chien Tyson a été accidenté le 12 septembre 2022 et amené par la famille Dubois. Il détenait ce chien. Il était gravement polytraumatisé. Les personnes ne voulant pas assumer les soins, il a été accueilli et pris en charge par une personne de la SPA. Vous n'êtes nullement en cause, ni dans cet accident, ni dans l'abandon de ce chien. » Voilà, c'est bien écrit noir sur blanc.
Monsieur Gianetta n'a pas réfléchi et a fait ce dont il n'aurait jamais dû faire, qui était d'avoir fait confiance pour sauver ce chien. Quand la SPA est venue contrôler la structure, ils ont tous reparlé de Tyson avec des propos encore une fois très graves contre la famille Dubois. Mais cela était loin derrière, car il était à l'abri et tous se sont félicités d'avoir sauvé ce chien. Mais la suite est révélatrice lorsque M. Gianetta a compris, avec l'affaire de Sian, qu'il s'était fait piéger quand il est remonté la chercher. La SPA lui a reproché de ne pas s'être battu pour récupérer Tyson, comme il le faisait avec Sian. M. Gianetta la reprend et lui dit que c'était un joli coup de leur part. La réponse de la SPA fut donc d'avouer que non, Tyson n'était pas maltraité et qu'il fallait donc qu'il voie avec le vétérinaire s'il y avait un différend. Parallèlement, j'étais moi-même en contact avec la famille Dubois. Il a bien fallu leur dire que Tyson était désormais à la SPA Sudalpine et reconnaître que M. Gianetta s'était fait rouler dans la farine. La famille Dubois, de son côté, me disait attendre des nouvelles du vétérinaire concernant l'opération de leur chien, qui était en observation. Puis ils ont décidé de porter plainte pour vol. Ils avaient tous les documents nécessaires pour appuyer leur plainte. Même la SPA avait connaissance de l'acte de vente. C'est écrit sur un mail. La SPA a profité de cette situation pour retourner les choses. Elle a sali M. Gianetta, l'accusant de maltraitance et de ne pas avoir voulu payer les soins de Tyson. C'était un véritable piège. Mais des éléments très importants existent, dont un audio, dans lequel on entend la SPA discuter directement avec Madame Dubois. La SPA lui dit s'ils ont plus leur chien, c'est à cause de l'éleveur, que Tyson n'est pas opérable, qu'il est en observation et qu'il faudra attendre pour savoir s'ils pourront l'opérer et lui sauver la vie, et voir pour qu'ils réadoptent leur propre chien. En gros, c'est pas une question d'argent, mais un problème de papier, et que c'était pas à eux de payer, mais à l'éleveur. À un moment, Madame Dubois pose une question très simple. Si mon chien meurt, est-ce que je pourrais le récupérer ? Ça fait froid dans le dos. Même le corps, il ne l'aurait pas rendu. Alors, on entend différents discours selon les personnes et les moments. Mais au final, le seul message qui a été martelé, le seul qui a circulé, c'est que M. Gianetta aurait été maltraitant et qu'il aurait abandonné ce chien, et que c'est lui le responsable de tous les malheurs de Tyson. Ce que je sais, c'est que M. Gianetta a découvert en lisant son dossier, c'est que la SPA est allée voir Madame Dubois le 29 septembre 2022. Le même jour, à la même heure, M. Gianetta subissait un contrôle de la DDPP sur sa structure. Alors encore une fois, on voudrait nous faire croire que c'est un hasard. Pendant que la SPA contrôle et discute avec Madame Dubois, accompagnée du chef de la police, M. la DDPP, elle, contrôle l'élevage. Et ce qui a été dit est révélateur dans l'enquête, mérite d'être entendu. Je vais vous lire un passage que M. Gianetta m'a donné pour que vous compreniez bien la manipulation. La SPA s'est rendue directement chez la famille Dubois, et voilà ce qui a été dit. La SPA leur explique que peu importe qu'ils aient acheté le chien, ça ne les regarde pas. Puis on leur demande de venir à la SPA pour mettre les choses au clair. Madame Dubois demande alors si l'élevage a des problèmes avec la SPA, l'agent de la SPA confirme. Et là, intervient le commandant de police. Il affirme que l'élevage fait des ventes illégales de chiens. Le commandant ajoute que la SPA n'a rien à se reprocher. Ils ont juste récupéré Tyson pour le soigner. Madame Dubois demande alors si son chien est bien pris en charge. Réponse oui, et elle s'énerve un peu. Sauf que l'agent de la SPA continue. Ils accusent l'élevage de leur avoir cédé le chien parce qu'il avait des incohérences. Madame Dubois proteste. Elle explique que depuis 10 jours, elle essaie de trouver un arrangement avec le vétérinaire, mais qu'il ne fait rien. L'agent réplique que l'élevage a peur d'eux, qu'ils sont utilisés par l'élevage pour une vendetta contre la SPA. Puis on propose à la famille Dubois d'adopter leur propre chien, une fois soigné, pour être dans la légalité. Madame Dubois dit qu'elle ne sait même pas où se trouve l'élevage et la SPA lui répond « Si vous voulez, je vous donnerai l'adresse, ça me dérange pas, ça me ferait plaisir. » Ce qui est frappant, c'est que la SPA prétendait que c'était à l'éleveur de payer les soins de Tyson, alors qu'il n'était absolument pas responsable de l'accident. Son seul tort, c'est d'avoir fait confiance à la SPA et au vétérinaire, d'avoir voulu bien faire pour sauver ce chien, d'avoir cru aux différentes versions qu'on lui donnait. Et en même temps, la SPA allait chez la famille Dubois pour tenter de les monter contre l'élevage et faire en sorte que cela dégénère.
Mais pourquoi ne pas avoir tout simplement demandé aux Dubois de payer les soins de leur propre chien, si leur problème était simplement un problème de paiement? C'est facile de salir, c'est facile de réécrire l'histoire et c'est exactement ce qui a été fait. Tous ces éléments figurent dans le dossier, M. Giannetta en a eu accès. Puis la SPA a écrit un post diffamatoire destiné à le détruire. Le plus grave, c'est que le récit fut confirmé par le chef de la police devant la famille Dubois. Et tout cela s'est joué au même moment où la DDPP était présente à l'élevage. Le préfet en parle même dans un document, que Sian et Tyson sont 2 cas problématiques qui motivent la DDPP à intervenir à l'élevage. Quand on met tout bout à bout, la SPA, la police, la DDPP et même le préfet, on voit clairement qu'il y avait une stratégie. Tout avait été mis en place pour faire plier M. Giannetta et Tyson, comme Sian, ont été utilisés comme pièce maîtresse dans ce montage. Puis le poste diffamatoire, ce qui m'a marqué, c'est qu'un agent de la DDPP, Madame qui était venue contrôler l'élevage, avait même commenté ce poste. Elle demandait si une cagnotte allait être ouverte pour Tyson. Cet agent de la répression des fraudes commente une fausse histoire. Monsieur Giannetta lui avait bien dit par la suite que ce poste était mensonger, vu qu'elle l'avait commenté. Cette personne était bénévole à la SPA Sudalpine, promeneuse de chiens. Et l'ironie du sort, elle a cessé subitement d'aller à la SPA en mai 2023. Je crois que les intéressés comprendront pourquoi. Ce poste, il a été rédigé par Madame Cécile Chabot, la vice-présidente de la SPA. Et ce poste, il a fini par couler l'élevage et la pension. Avant, c'était compliqué, oui, mais ça restait plus ou moins en coulisses. Avec ce poste, tout était devenu public, et tout le monde a compris qu'il s'agissait de l'élevage et de la pension de M. Giannetta. L'enquête a confirmé qu'il y avait bien diffamation, qu'il y avait bien une intention de nuire. Mais ça, on l'a balayé d'un revers de main. On a préféré résumer tout cela à une histoire de chèque, comme si tout ce que M. Giannetta et moi-même avons subi ne se réduisait qu'à ça. Un chèque d'un éleveur pas content car il paie pour un sauvetage. Et le pire, c'est le moment où ça a été publié. J'étais à la gendarmerie. Devant moi, je voyais défiler les commentaires, les insultes. Et je dis au gendarme, « Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Sa réponse, « Ne vous inquiétez pas, ça va aller vite. Ça va vite se régler. Ne vous en faites pas. » Ça fait pourtant maintenant 3 ans. Mais non, ça n'a pas été réglé. Ce que je voyais, c'était la destruction en direct de tout ce que j'avais construit. Et derrière, c'est M. Giannetta qui a vu son propre travail réduit en miettes. Ce post diffamatoire, il a fait du bruit. 130 commentaires, 249 likes, 115 partages. Et peut-être 1 ou 2 messages en notre faveur, pas plus. Ça, c'est la réalité des réseaux sociaux. On peut salir, diffamer, inventer, et il ne se passe rien. Apparemment, ce n'est pas grave. On peut briser des réputations, salir des familles, et tout cela sans être pénalement condamné. Mais je le dis aujourd'hui, au moment voulu, je prendrai le temps de répondre publiquement à tous ceux qui ont participé à cette diffamation. Pas un ne sera oublié, parce que derrière ces commentaires, il y a des conséquences très réelles. Derrière ces likes, derrière ces partages, il y a une destruction. Et un jour, quand la vérité sera posée sur la table, je prendrai le temps de se répondre à tout le monde publiquement. Nous allons entendre maintenant le témoignage de Séverine, qui s'est fait prendre ses 3 chats. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Séverine, pour toi, de ton côté ? Alors, fin décembre 2019, je m'installe à Gap avec mes 3 enfants. À l'époque, 2 chats, Baboun et Lilou, et ma chienne Hera. Rien ne laissait présager le moindre trouble. Mais sans raison, ma voisine, Madame décide de me prendre pour cible. En été 2020, les services sociaux et la SPA Sudalpine sont enclenchés sous un faux prétexte d'abandon de mes enfants mineurs, qui seraient livrés à eux-mêmes et de maltraitance sur ma chienne Hera. En rentrant de vacances, j'ai été convoquée devant le juge des enfants. J'ai démontré alors que mes enfants étaient bien en vacances avec moi et que ma chienne était gardée par un tiers. J'ai donc été blanchie par la justice dans la foulée concernant mes enfants. Mais la SPA, sans jamais avoir vu ma chienne, a porté plainte à mon égard. Étrangement, cette plainte n'a jamais été portée à ma connaissance. Et puis, à plusieurs reprises, la police débarque à nouveau à cause des dénonciations calomnieuses de maltraitance sur ma chienne. Mais à chaque intervention, rien n'est constaté. Arrive l'été 2022. Des bruits étranges résonnent dans le couloir. Je regarde par le Judas, aucune lumière, mais des clignotements, des GoPros. J'étais avec Natacha, que j'hébergeais à cette époque. On sonne, et là, image surréaliste, le chef de la police en personne, monsieur
et 2 agents de la BAC, brigade anti-criminalité, normalement mobilisés pour des interventions à risque. Ils sont accompagnés de Madame Tinard et de Madame Lotin de la SPA Sudalpine. Tout ce dispositif mobilisé pour ma chienne, une démonstration de force disproportionnée. Ils me parlent encore de maltraitance, alors cette fois je m'agace fortement. Eux me filmaient sans l'annoncer, j'ai donc pris mon téléphone et filmé ouvertement à mon tour, car je me méfie de ces personnes. Ils demandent à voir ma chienne, j'accepte de la laisser sortir sur le palier, et encore une fois, rien à signaler. C'est la SPA qui mène la situation. À ses côtés, la police est en retrait. À ce moment, l'autorité publique s'était effacée pour laisser une association privée régner. Ne trouvant rien qui puisse nourrir leurs accusations, la SPA vérifie alors la puce de Héra. Je ne savais pas que ce droit ne leur appartenait pas. Madame Lotin passe un appel et obtient en direct l'intégralité des données personnelles enregistrées sur la carte ICAD, alors que c'est un accès réservé aux structures comme les fourrières, la DDPP ou les vétérinaires. Je ne sais pas qui a répondu, mais en clair, Madame Lotin a utilisé un accès pour s'emparer d'informations confidentielles. Et tout cela s'est déroulé sous les yeux de la police. Ils finissent par justifier leur présence sous prétexte d'un suivi de dossier. Je comprends aujourd'hui que tout ça s'inscrivait dans la plainte déposée 2 ans plus tôt, alors que la SPA n'avait jusque-là jamais vu ma chienne. Plainte soigneusement laissée ouverte, leur permettant ainsi de justifier indéfiniment des contrôles qui, pour moi, relèvent d'un acharnement. Dès que je filme, leur comportement se transforme. D'intimidants, ils deviennent bienveillants et pleins de conseils. Je le sais avec certitude, sans mon téléphone, la scène aurait pris une toute autre tournure. Puis, comme ils étaient venus, ils sont repartis, mais une fois de plus, rien n'a pu m'être reproché. Puis plus rien pendant 8 mois. Fin mars 2023, je pars 5 jours à l'autre bout de la France. Ma chienne est confiée à un ami. Mes chats, eux, sont sous la garde de ma fille qui dormait chez son père, en mon absence, et passait régulièrement s'occuper de nos 3 loulous. Tout était organisé. Samedi 25 mars, 3 jours après mon départ et 2 jours avant mon retour, ma fille m'appelle affolée. La porte de l'appartement a été fracturée. On pense à un cambriolage, mais rien n'a été volé, si ce n'est nos 3 chats. Et Baboune, ma 4e minette, décédée depuis peu suite à une maladie rénale. Elle avait été suivie par le cabinet Saint-Roch. Par manque de moyens financiers pour la faire incinérer individuellement, je me suis vue contrainte de soigneusement l'envelopper et la déposer délicatement dans un carton bien scellé dans un des tiroirs de mon congélateur sur les conseils d'un vétérinaire. Je ne suis pas fière de cela, mais garder mes animaux décédés auprès de moi est primordial. J'imagine aussitôt que c'est Natacha, celle que j'ai hébergée 6 mois et dont la situation s'était terminée dans la rancœur et le dégoût qui est derrière tout cela. Sur le chemin du retour, le lundi 27 mars 2023, j'appelle la police pour venir déposer plainte. On me répond de venir le lendemain, ce que je fais. Mais le commissariat est barricadé. Je sonne et ils me disent de ne pas pouvoir me recevoir sous prétexte de débordement de manifestation et qu'il faudra revenir le lendemain. Ce n'est que le mercredi 29 mars, soit 5 jours après le vol de mes chats, que je parviens enfin à déposer plainte auprès du policier. Mais eux non plus ne savent rien. Je désigne Natacha comme principale suspecte. Le policier a inscrit contre X pouvant être Natacha. Depuis des jours, je recherche mes chats inlassablement. J'appelle tous les refuges, y compris la SPA Sudalpine, et cela à plusieurs reprises. Mais apparemment, personne n'a mes chats. J'appelle également sans cesse la police de Gap pour connaître les avancées de leur enquête. Mais là, encore, ils ne savent rien et n'ont toujours ni convoqué ni auditionné Natacha. Donc quand il s'agit de m'accuser, ils sont là, mais lorsqu'il s'agit de protéger mes droits, il n'y a plus personne. Après un énième appel, le policier auprès de qui j'avais déposé plainte finit par me dire que mes chats sont à la SPA depuis le début. Cette même SPA qui, contactée à maintes reprises, avait nié toute trace de mes animaux alors qu'elle les avait depuis le début. J'apprendrai 1 an plus tard que le mot d'ordre aurait été de ne pas me révéler leur présence si je venais à les contacter. Le policier m'annonce qu'une plainte pour maltraitance animale a été déposée à mon encontre par la SPA et que l'effraction de ma porte fut faite par les pompiers qui avaient été alertés pour motif ne répond plus aux appels, laissant planer le doute sur un éventuel accident sur ma personne. Je n'ai pourtant jamais reçu aucun appel. Le policier me transmet alors le numéro de Madame Johanna Tinard, responsable de mon dossier maltraitance.
Lui, en tant que policier, lègue son pouvoir à une civile et me dit de voir avec elle. Au téléphone, celle-ci me dit que mes chats n'avaient plus d'eau, plus de nourriture, qu'ils étaient gravement malades du coryza et que, de ce fait, j'étais sous le coup d'une enquête suite à une plainte déposée à mon encontre pour maltraitance. Mais je sais pertinemment que ce qu'elle affirme est faux, mes chats avaient encore de l'eau et de la nourriture. Mon ami l'avait constaté lui-même lorsqu'il s'était rendu sur place pour poser un nouveau verrou afin de sécuriser mon logement. Moi, gravement traumatisée, je n'ai plus jamais été en capacité de continuer à vivre chez moi. Madame Tinard a fini par m'informer que ma Lilou était hospitalisée à la clinique des Écrins. Ragnar et Akab avaient bien réagi au traitement, mais pour ma Lilou, il en était tout autre. Elle était gravement malade. C'est donc à titre exceptionnel, alors même que l'on m'accusait de maltraitance, que l'on m'autorisait à voir Lilou. Un rendez-vous fut programmé le 14 avril 2023 à 15h. C'est totalement contradictoire et très déstabilisant. Je me suis rendue à la clinique des Écrins, accompagnée d'une amie. Une fois sur place, j'informe la SPA de mon arrivée. La SPA m'appelle aussitôt, mécontente car j'ai 14 minutes d'avance, et me somme de ne pas entrer dans la clinique sans eux car ils attendaient une escorte policière. Je ne comprends pas pourquoi, mais soit. La police arrive enfin, nous entrons. Ma Lilou est là, en cage, dans un état dramatique. Mais quand elle me voit, elle se lève et fait l'effort de venir vers moi, de me faire des câlins. Je lui parle, la caresse, elle ronronne et me lèche le visage. Après 10 minutes, pas une de plus, on m'ordonne de partir. Je dis au revoir à ma Lilou, en pleurant. Je la supplie de tenir bon et lui fais la promesse que j'allais tout faire pour les récupérer au plus vite. Je l'embrasse une dernière fois et me relève puisqu'on me presse pour partir. Je laisse Lilou à contre-cœur, abîmée mais debout. Heureuse de me voir, pour moi l'espoir de son rétablissement existe. Pour sortir de la clinique, impossible d'avancer seule. Mon émotion était si intense que mes jambes me lâchaient. C'est mon ami, épaulé par Simon de la SPA, qui m'aide à marcher. Ils m'ont assise sur le banc à l'extérieur et je me suis alors effondrée en larmes. Au loin, j'entendais Madame Tinard parler avec mon amie. Elle martelait que j'étais maltraitante, elle répétait ce que lui avaient dit ses collègues et Madame Chantal Terrasson-Duvernon, la présidente de la SPA Sudalpine. Mon amie tentait de comprendre car pour elle, rien n'était cohérent. Pour ne plus les entendre, je remonte dans la voiture côté passager. Ce que j'entendais me faisait mal. Je cherche donc à extérioriser ma douleur. Je trouve un vieux porte-clés et me griffe les mains avec. Un geste superficiel, une manière d'évacuer mon extrême douleur dans un moment d'incompréhension totale. Mais Madame Tinard, me voyant faire, ouvre la portière de la voiture et m'arrache le porte-clés des mains et ordonne à Simon d'appeler les pompiers et faire revenir la police. Mon geste devient pour eux une opportunité de plus pour me discréditer et me soumettre à leur volonté. Tout ce que je veux, c'est rentrer et dormir. J'insiste fortement auprès de mon ami pour que l'on parte. Et là, un des agents de la SPA entre dans le véhicule en me passant par-dessus et saisit les clés qui étaient sur le contact pour nous empêcher de partir. Les pompiers arrivent, ils sont bienveillants avec moi et peu à peu, la tension redescend. Je leur répète que je n'ai besoin de rien d'autre que de rentrer et me reposer. Et puis soudain, la police réapparaît. Ils me disent de sortir du véhicule, je refuse. Tout ce que je veux, c'est rentrer. Alors, ils m'attrapent violemment, me sortent du véhicule tout aussi violemment, me plaquent contre la carrosserie et me font une clé de bras extrêmement douloureuse durant de très longues minutes. Cela m'a paru interminable. Leur action me fait perdre le contrôle, ils m'ont mis dans une colère noire et là, je laisse ma colère s'exprimer. Puis ils finissent par me jeter dans le camion de pompiers, contraints de me conduire aux urgences. À l'hôpital, on me fait longuement attendre un psy dans une pièce totalement vide où je suis enfermée à clé. Le psy arrive enfin, je lui raconte ce qu'il s'est passé et il me dit que je peux rentrer chez moi si je suis accompagnée et à condition que j'accepte de prendre un calmant. Le lendemain, très tôt, j'envoie un simple SMS à Madame Tinard, Johanna, pour connaître l'état de santé de mes loulous et en particulier celui de ma Lilou. Elle m'appelle au moins 1h30 après et m'annonce froidement le décès de Lilou. Je suis dévastée et perds à nouveau le contrôle. Alors mon ami me prend le téléphone des mains et reprend la discussion avec elle. Mais la ligne de Madame Tinard ne bouge pas. Maltraitance, dangerosité et désormais interdiction formelle de la contacter. Je ne dois plus m'adresser qu'à la police de Gap. Je suis au bout de ma vie, je pars en stop à Gap direction commissariat pour récupérer les identités des 2 policiers qui m'ont violenté la veille, dans le but de déposer plainte contre eux. C'est l'un d'eux qui m'ouvre la porte. Je bataille pour avoir son RIO,
mais je finis par l'obtenir. Et puis plus de nouvelles. Jusqu'au jour où je reçois un SMS. Ce n'est plus Johanna Tinard qui suit mon dossier car elle ne travaille plus à la SPA. C'est Lucille Lamiran qui reprend la main sur mon dossier. Avec Lucille, le ton change. Elle se montrait douce et pleine de compassion. Elle m'envoyait des nouvelles à chaque fois que je lui en demandais et même des photos de mes chats. Tout comme moi, Lucille ne comprend pas. Elle me répétait que la justice était lente, qu'il fallait patienter et que ce poids n'était pas seulement le mien, mais aussi le leur. Nos échanges continuaient, je prenais des nouvelles à peu près une fois par mois. On m'accusait de maltraitance, mais on se comportait avec moi de manière contradictoire. Puis vient décembre 2023. Juste après Noël, je me présente à une convocation au commissariat de Gap. Là, le policier Lescal, très mal aimable et condescendant, m'annonce ma garde à vue pour l'affaire de mes chats. Le lendemain, lors de mon audition, on m'interroge également sur une affaire hors contexte concernant Natacha suite à une altercation verbale que nous avons eue quand je lui ai ordonné de quitter mon domicile le 30 novembre 2022 pour motif de profit financier et abus de confiance sur ma personne. Dans mon esprit, cela ne devait être qu'une simple audition, mais ce fut 28 heures de garde à vue. Leur motivation ? Une gamelle de croquettes vide, mais également une gamelle pleine dont ils ne font pas mention, un fond d'eau dans les gamelles et quelques excréments autour des litières, alors que ces dernières étaient propres. Seulement, Lilou n'a jamais été très propre et a toujours fait ses cacas à côté des litières. Voilà tout ce qu'il y avait et qui justifiait, selon eux, de m'enfermer plus d'une journée entière. Pour moi, il était simplement en train de me pousser à bout dans le but que je cède mes animaux à la SPA, ce qui pour moi serait qualifiable de chantage, de menace et de tentative d'extorsion. Afin d'éviter les poursuites judiciaires, acceptez-vous de céder la propriété de vos chats et également de remettre votre chienne au profit de la SPA Sudalpine. Sachant que la SPA Sudalpine est déjà accusée de ce même procédé dans de multiples autres plaintes. Et voilà que la police, par la voix de la policière s'y livre à son tour. Mais il en est hors de question. Je n'abandonnerai jamais mes animaux, ils sont mes bébés, ils sont ma famille. Je n'ai rien fait de ce que l'on me reproche et accepter cette sorte de chantage en reviendrait à confirmer leurs accusations, donc non. Je n'ai rien à me reprocher, je le sais et eux le savent aussi. 29 décembre, vers les 18h, ma garde à vue est levée. Je continue à recevoir des nouvelles de mes chats par Lucille, toujours dans cette relation pleine de compassion. C'est bien plus tard, en mai 2024, que j'apprends avec stupeur que la SPA Sudalpine est désormais sous le coup d'une enquête pour extorsion, escroquerie, captation d'images et sons à l'insu des personnes, et dans certaines presses, il était même question de vol d'animaux. Madame Marcelin, mise au courant de mon histoire par une ancienne salariée de la SPA, me contacte. Les chats, dit-elle, sont arrivés en parfaite santé, ils étaient magnifiques. Et cela a bien été attesté par leur vétérinaire, dont la preuve figure dans mon dossier d'instruction. Donc rien à voir avec leurs accusations de maltraitance. Elle affirme également que les employés et bénévoles de la SPA auraient reçu un ordre clair après leur vol. Cacher mes animaux si jamais quelqu'un appelait pour eux. Idem, quand Lilou a été euthanasié, cela aurait déjà été programmé avant la visite que l'on m'a autorisée à titre exceptionnel. Ces faits avaient beaucoup marqué cette ancienne salariée de la SPA. Cette visite à la clinique des Écrins n'aurait alors pas été un moment de tendresse, mais un adieu programmé dans le secret le plus absolu. À mon sens, je considère cette pratique comme étant sadique. J'ai pris conseil auprès d'un avocat. Il m'a demandé les documents officiels de saisie et de placement de mes animaux, sauf que je n'ai jamais ni reçu ni vu le moindre document officiel. Je me suis rendue au palais de justice de Gap pour avoir des explications. Il n'avait rien concernant une plainte de 2023. Seule subsiste la vieille plainte de 2020 concernant ma chienne, jamais classée, malgré les multiples visites de la police à chaque dénonciation calomnieuse de ma voisine, ni malgré la visite du chef de police accompagné de 2 agents de la BAC et de la SPA Sudalpine le 28 juillet 2022, et qui était reparti sans rien avoir à signaler. J'ai donc rapporté ces informations à mon avocat et sa conclusion a été sans appel. Si aucun document n'existe, si aucune décision n'a été notifiée, alors la SPA détient mes chats illégalement. Il ne s'agit donc ni d'une saisie, ni d'un placement, c'est un vol. Le 9 septembre 2024, avec une amie, nous nous sommes rendus au commissariat de Gap pour obtenir des explications auprès de Madame. Lors de l'audition de ma fille mineure,
Elle avait demandé que je la recontacte, ce que j'ai fait à plusieurs reprises, mais elle n'a jamais répondu à mes appels ni à mes messages laissés à ses collègues. Elle est arrivée, et là elle m'a informé alors que si je voulais avoir une chance de revoir un jour mes chats, il y avait une condition, me soumettre à une expertise psychiatrique pénale pour savoir si j'étais apte à m'occuper de mes chats. Mon ami l'a aussitôt interpellé. Pourquoi une telle exigence alors que personne n'a plus jamais recherché à récupérer sa chienne Hera, ni même à se soucier d'elle puisque vous dites de Madame Laurence qu'elle est maltraitante? La réponse a été ahurissante. Si la chienne n'a pas été récupérée, c'est parce qu'elle n'était pas dans l'appartement lors de la saisie, autrement dit du vol. Nous avons donc décidé de nous rendre directement à la SPA Sudalpine avec quelques amis en soutien moral pour récupérer mes chats ou, à minima, obtenir une ordonnance de placement. Et une fois encore, Madame Chantal Terrasson-Duvernon refusait de me rendre mes chats, m'accusant toujours de maltraitante, rejoint plus tard par Lucille Lamiran et Fanny Lautin qui, à leur tour, inventaient une maladie cardiaque jamais soignée à Malilou, et que c'était à cause de cela qu'elle était décédée. Autrement dit, elles tentaient de rejeter leur faute sur moi. Et je dis inventait car Lilou, du haut de ses 16 ans, était en parfaite santé. Notre présence pourtant pacifique dérange. Elles font alors appel à la police qui ne tarde pas à arriver, à plusieurs voitures et avec les sirènes. Et me voilà face à nouveau à un des policiers qui, le 14 avril 2023, m'avait violenté devant la clinique vétérinaire. Je lui dis l'avoir reconnu, il dit se souvenir de moi également. Je l'ai informé qu'ayant le RIO de son collègue, j'avais déposé une plainte contre eux. Il m'a répondu que c'était mon droit et que de toute façon, ils avaient filmé ce jour-là. Parfait. J'aimerais beaucoup visionner cette vidéo. Leur exigence est la même que celle de Madame un peu plus tôt. Si je veux revoir mes chats, je dois me soumettre à l'expertise psychiatrique pénale. Ils affirment que c'est la substitut du procureur elle-même qui en a donné l'ordre. Je finis par céder à leur pression. Quelques jours plus tard, je passe cette expertise à Sisteron, puisqu'apparemment c'est le seul psy de la région habilité aux expertises pénales. 1 heure de route. Résultat, il me décrit comme porteuse d'un trouble, un syndrome de persécution vis-à-vis de la police et de la SPA Sudalpine. Mais ce que ce psy croit être un délire n'est pourtant rien d'autre que la vérité. Suite au refus de la SPA Sudalpine de me remettre les documents officiels les autorisant à détenir mes chats, j'ai alors fait intervenir un huissier de justice pour exiger, par sommation interpellative, que la SPA produise enfin des documents légaux. Le 19 septembre 2024, Lucie se rend sur place. La réponse de la SPA est immédiate, nous n'avons aucun document, rien. La SPA dit agir simplement sur ordre de la police de Gap, autrement dit, sans base légale. Puis enfin, un document surgit. Le tout premier papier officiel en 1 an et demi. Mais ce n'est pas une ordonnance de saisie, c'est une ordonnance de placement, signée en date de mars 2024 par la substitut du procureur, Madame Mélodie Fèvre. Ce document me semblait truffé d'erreurs. Mauvaise date pour le jour de la supposée saisie, mais ce document prétendait également que c'était la police de Gap qui avait pris mes chats. Faux. Ce jour-là, la police n'était pas présente. C'est bien les agents de la SPA qui s'étaient emparés de mes chats. Ils étaient 4 à mon logement, Simon, Lucille, Johanna et Laurence. Mais ce document n'a jamais été établi en mars 2024 comme il le prétend. Il a été rédigé le lendemain de la sommation interpellative de l'huissier. Moins de 24 heures aurait suffi pour créer une pièce supposée couvrir l'irrégularité. Une pièce qui aurait dû exister dès la saisie des animaux, soit fin mars 2023. J'ai donc en ma possession 2 mêmes documents avec 2 dates différentes. Je sais d'avance qu'on me parlera d'une erreur de frappe, mais je reste persuadée que cela va bien plus loin que ça. J'ai par la suite contacté la vétérinaire Madame qui a euthanasié Malilou. Elle m'affirme que l'acte se serait déroulé dans la nuit et pas programmé. Pourtant, la décision, comme celle de l'euthanasie de Lilou ou la stérilisation de Akab, m'appartenait, ou alors appartenait au parquet si enquête il y avait. Elle aurait dû vérifier. J'aurais pu reprendre Lilou avec moi pour consulter un autre cabinet, chercher une solution pour tenter de la sauver. Elle tenait debout quand je suis allée la voir, prouvant qu'elle avait encore de la force. Mais cette vétérinaire m'avait vue, elle savait que Lilou n'appartenait pas à la SPA Sudalpine, mais malgré cela, elle a pratiqué une euthanasie sans mon accord, ni même celui du parquet. Plus tard, une amie a pris l'initiative d'appeler directement Madame Fanny Lautin, responsable de tous les dossiers maltraitance à la SPA Sudalpine, car elle voulait comprendre.
Et là, surprise, le discours change du tout au tout. Celle qui, depuis le début, répétait inlassablement que j'étais maltraitante, adopte une nouvelle version. Selon elle, si mes chats ont été saisis, ce n'est pas pour maltraitance, mais uniquement sur la base d'une suspicion d'abandon de domicile. Elle a ajouté qu'à son avis, si la situation avait dégénéré, c'était plutôt à cause de mon comportement vis-à-vis des policiers. Autrement dit, ce n'était pas le sort de mes animaux qui était en jeu, mais une querelle d'autorité. Puis, elle a ajouté qu'elle était toujours dans l'attente de la décision de justice. Là encore, ça n'a aucun sens. D'après moi, les propos de Madame Lautin révéleraient que la police, incapable de supporter que je sois une citoyenne militante engagée, aurait déplacé le conflit. En résumé, ça ne serait plus la protection animale qui motiverait leurs actes, mais potentiellement le désir de me briser pour mes convictions. Mais grâce à vous, KTB, en janvier 2025, la vérité a fini par être connue. Et dans la foulée, la substitut du procureur a enfin classé la plainte déposée par la SPA Sudalpine à mon encontre et leur a ordonné de me restituer mes chats. Mais le comble du comble est que la substitut du procureur ait osé écrire noir sur blanc que je devrais payer à la SPA Sudalpine les frais de garde de mes animaux qu'ils avaient eux-mêmes soustraits illégalement et dont l'une d'entre eux, Lilou, avait été euthanasiée car elle était tombée malade dans leurs locaux. La SPA n'a pas tardé à s'exécuter. Une facture de presque 2000 €, calculée à partir du 20 septembre 2024, date d'émission réelle du document d'ordonnance de placement. Je le dis, je le répète, je ne paierai pas pour des animaux qui m'ont été volés. Imaginez le montant si ce papier avait été antidaté au jour de la saisie initiale, en mars 2023. Après calcul, pas loin de 10 000 €. 10 000 € pour la garde d'animaux volés, 10 000 € pour ma Lilou qu'ils ont tuée. Voilà jusqu'où va le cynisme. J'ai fini par récupérer mes animaux, mais ce moment, attendu depuis 22 longs mois, fut également d'une douleur insoutenable. Car en même temps, je retrouvais mes deux bébés, Ragnar et Akab, on me tendait un sac plastique transparent. Dedans, le corps sans vie de ma Lilou, tout en me disant « Vous savez, on a bien pris soin de vos chats ». Aussi, Chantal Terrasson du Verneau m'impose de signer un document attestant de la bonne santé de mes chats. Un document mensonger, car je ne suis pas vétérinaire et que mes animaux m'ont été remis enfermés dans des caisses de transport et que j'ai à peine pu les entrevoir au travers les caisses. Mais je signe parce qu'on ne me laisse pas le choix. Je veux récupérer mes chats au plus vite et sortir de cet endroit qui m'angoisse. Le surlendemain, j'amène mes loulous chez le vétérinaire pour faire constater leur état de santé. Il apparaît qu'ils sont malades, ils ont le coryza ainsi que des troubles anxieux permanents. Ce même coryza qu'ils avaient contracté 22 mois auparavant dans les locaux de la SPA. Rien à voir avec ce document où la présidente de la SPA me faisait certifier qu'ils étaient en bonne santé. Le Dauphiné a eu vent de cette histoire et un journaliste était présent lors de la restitution de mes chats. Je le remercie d'avoir été là, de m'avoir permis de faire connaître ce que j'ai dû endurer. Certes, dans l'article, Simon, qui a fait substituer son prénom pour conserver l'anonymat, a continué de m'accuser de maltraitance et dire que mon logement était insalubre, alors même que Fanny Lautin disait le contraire lors de sa conversation téléphonique avec mon ami. Certes, j'aurais souhaité que la presse évoque aussi la situation invraisemblable qui s'est déroulée devant la clinique des Écrins le 14 avril 2023. L'acharnement dont j'ai été victime, dont les violences policières, et aussi de ce fameux document que je considérerais comme étant un faux en écriture publique. Mais des questions restent sans réponse. Le journaliste a interrogé la procureure de la République de Gap, qui ne s'étend pas sur mon dossier mais confirme quelques éléments factuels. Il a également interrogé la police nationale de Gap, qui évoque une affaire sensible. Tout ceci en dit long. Je finis par découvrir que Natacha était finalement bien mêlée à cette histoire. Celle que j'avais clairement désignée comme principale suspecte du vol de mes chats s'était rendue l'après-midi même du vol à la police de Gap. Non pas pour signaler une inquiétude à mon sujet, mais pour demander comment faire pour me faire retirer mes animaux. Ce serait avec la SPA qu'ils auraient tous eu l'idée de faire appel aux pompiers en prétextant que je ne répondais plus aux appels, laissant supposer qu'il m'était peut-être arrivé quelque chose. Ainsi, les pompiers sont arrivés et ont fracturé ma porte. Une fois leur reconnaissance des lieux terminée, ils ont claqué ma porte sans la sécuriser et ont quitté les lieux, laissant place à qui en aurait l'envie de pénétrer chez moi comme bon leur semble. Ne serait-ce pas ce que l'on appelle de la préméditation ? Pour moi, oui. Ma voisine est Natacha,
que je n'aurais jamais dû héberger, ne se serait jamais inquiété pour moi, bien au contraire. Ma première plainte contre Natacha est classée sans suite 2 semaines après le vol, sans jamais n'avoir été ni convoquée ni auditionnée. On ne m'a jamais signifié le classement de cette plainte et pire encore, la police de Gap lui aurait même demandé de venir témoigner contre moi pour tenter d'avoir quelque chose à me reprocher. Et ceci plusieurs mois après le vol de mes chats. Cette dernière ne se serait pas fait prier, bien au contraire. J'ai eu accès à sa plainte remplie de diffamation. C'est un comble, je désigne une suspecte, la justice la blanchit et transforme cette suspecte en témoin à charge. Puis il y a peu, j'ai appris qu'un des pompiers qui était intervenu chez moi pour fracturer ma porte n'était pas seulement pompier mais également policier. Et c'est ce même homme qui, le lundi suivant, aurait enregistré la plainte déposée contre moi. J'apprends, à la lecture de mon dossier, que la plaignante de la SPA n'est autre que Lucille Lamiran elle-même. Cette même Lucille qui, durant des mois, se montrait faussement si gentille et compatissante, en me donnant régulièrement des nouvelles de mes loulous. Elle affirme dans sa plainte avoir pris mes chats avec l'accord de la police. Elle reconnaît donc, noir sur blanc, que la police, pourtant non présente à mon domicile, a donné son aval pour un vol. Elle ajoute avoir filmé l'intérieur de mon domicile, un acte illégal, une intrusion caractérisée de ma vie privée. On m'apprend que cette vidéo n'a pas été découverte lors de la perquisition, tout comme celle de leur intervention de l'été 2022. Et que font la police et la justice ? Absolument rien. Pire encore. Alors même qu'ils avaient la preuve que Lucille et ses complices venaient de commettre plusieurs infractions, le policier choisit de prendre sa plainte et de lui offrir la légitimité de la victime, alors qu'elle en était l'auteur. Tout est là. L'aveu du vol, l'aveu de la captation illégale d'images provenant de mon domicile, sans présence d'agents dépositaires de l'autorité publique. Et la police, au lieu d'agir, couvre, protège et se retourne contre moi. Puis vient le dernier rebondissement, cette fois de Madame Tinard. Et là encore, la version change, ce n'est plus de la maltraitance, ni de la négligence. Non, selon elle, elle aurait simplement pris mes chats pour les mettre à l'abri des conflits de voisinage, car ma porte ayant été fracturée, il aurait été trop dangereux de laisser mes animaux dans l'appartement. Leur amour des animaux les aurait poussés à les protéger en les amenant à la SPA Sudalpine, en les arrachant leur foyer, en les enfermant dans des cages, en me les cachant, en me les rendant malades et en tuant l'une d'entre eux. Et moi, traînée dans une procédure interminable, salie, accusée et totalement détruite. Et tout ça pourquoi ? Une question qui malheureusement restera sans doute sans véritable réponse. La morale de cette histoire, un vol maquillé en geste de compassion, une mort recouverte du vernis de l'amour des animaux, une persécution balayée d'un revers de main sous prétexte de bonnes intentions. Alors Laetitia vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Laetitia. Bonjour. Un grand merci à toi d'être parmi nous et d'avoir accepté de partager ton témoignage. Laetitia, quels sont les problèmes, les irrégularités rencontrées avec la SPA Sudalpine de ton côté ? Alors moi, il faut savoir que au départ, avant de prendre la décision d'avoir un chien, ce qui me tenait à cœur, c'était d'avoir un jardin pour l'y accueillir, de par le fait que je m'absentais pour mon travail. Donc quand j'ai eu cette maison avec jardin, j'ai pris la décision de prendre ce chien. Donc c'était un Spitz nain qui s'appelait Bounty. Ça faisait plus de 8 ans qu'il faisait partie de la famille. Je l'ai eu quand mon fils était âgé d'1 an et demi. Donc il a vraiment grandi avec nous, il faisait partie intégrante de la famille. C'est un chien qui a jamais manqué ni d'eau, ni de nourriture. On lui a apporté tous les soins qu'il fallait. Il avait ses vaccins à jour, il était identifié, voilà. Et puis il avait ses petites habitudes dans notre jardin qui fait 900 mètres carrés. Et quand j'étais à la maison, il montait avec nous à la maison le plus souvent. Faut savoir que Bounty, c'était un chien qui avait un tempérament fugueur. Donc j'avais déjà rehaussé le grillage qui était chez moi, à 1m70 à peu près, pour éviter qu'il s'enfuit, mais il continuait quand même à l'escalader. Et quand je m'absentais au travail et qu'il était dans le jardin, des fois il s'échappait, ou des fois il aboyait beaucoup. Voilà, les petits chiens aboient souvent. Ça restait un quartier assez tranquille, voilà, où il y a peu de maisons. Je suis dans la nature. Et il faut savoir que ma voisine d'en face, à l'époque, travaillait au centre équestre qui est à proximité de la SPA Sudalpine. Et à plusieurs reprises, elle m'avait appelé
par rapport à mon chien qui aboyait quand j'étais absente ou autre. Donc les derniers temps, quand ça se produisait, j'allais annuler mes rendez-vous à la dernière minute. En fait, je retournais à mon domicile et puis je mettais mon chien dans le garage pour qu'il n'importune plus la voisine qui se plaignait des aboiements intempestifs. Et donc de là, ma voisine m'a proposé d'en parler à son amie qui est Madame Tinard, Johanna Tinard, qui travaillait justement à l'SPA pour lui trouver une nouvelle famille en disant que vu que j'étais nouvellement séparée, que je devais gérer le chien et puis tous les aléas que ça engendrait avec mon travail, c'était compliqué et que peut-être ce serait bien de lui trouver une nouvelle famille. J'ai accepté qu'elle en parle avec elle. Mais moi, en parallèle, je voulais trouver d'autres solutions, en fait, parce que je me voyais pas me séparer de mon chien. Pardon. Ouais, donc du coup, je cherchais d'autres solutions en parallèle, parce que je me voyais pas me séparer de mon chien. Donc, à partir du mois de janvier, ponctuellement, mon nouveau conjoint gardait mon chien quand il en avait la possibilité, que j'étais au travail. Mais quand il pouvait pas le faire, il fallait que je trouve un compromis à la fois entre le bien-être du chien et puis la tranquillité du voisinage. Donc du coup, j'avais pensé à l'attacher à un câble aérien avec un harnais, mais ça aurait pas fait taire mon chien. Je me voyais pas lui mettre un collier anti-aboiement à ce moment-là. Et le rentrer au garage, c'était plus possible parce que ma voisine d'à côté m'avait envoyé des messages pour me dire qu'elle trouvait ça injuste pour mon chien. Donc du coup, c'est comme ça qu'en mon absence, en attendant de réaménager son enclos, pour plus qu'il s'enfuit, j'avais décidé de l'installer sur la terrasse à l'étage de ma maison, qui est à l'arrière, qui fait près de 40 mètres carrés. Je m'étais dit que ça pouvait atténuer les éventuels aboiements, vu que c'était à l'arrière de la maison, et en même temps, ça permettait à mon chien d'avoir un semblant d'extérieur. Voilà, je lui laissais toujours de l'eau, de la nourriture, et puis comme j'avais pas de haut vent à l'époque pour le protéger du soleil, j'avais mis une table que j'avais recouverte d'un grand tapis pour qu'il ait un point d'ombre. Ma voisine qui trouvait qu'il fallait pas le laisser au garage m'avait renvoyé à nouveau un message en me disant que sur cette terrasse il faisait trop chaud, voilà, et que fallait pas que je le laisse là, sachant qu'elle savait pas comment je l'avais aménagé pour mon chien, et elle s'est proposée de me payer un abandon auprès de la SPA si j'en avais pas les moyens. Pendant ce temps, mon autre voisine qui travaille au centre équestre me dit: bonne nouvelle, mon ami de la SPA a trouvé des adoptants. Moi, je lui ai dit que je voulais pas me séparer de mon chien. Et donc, c'est là que tout a basculé et ma voisine a décidé de faire un signalement à son ami. Et donc, le 19 mai 2022, j'étais au travail et Madame Tinard s'est introduite illégalement chez moi. Elle a ouvert le portail, traversé tout le jardin. Elle a adossé une échelle contre le mur pour monter sur la terrasse, qui est à l'étage à 3 mètres de hauteur. Et elle a enlevé mon chien. J'ai jamais eu d'entrevue avec elle ou un membre de la SPA en amont pour parler de mon chien, pour observer ses conditions de vie. Ils avaient posé quelques questions au voisinage, que j'ai appris du coup plus tard, mais jamais à moi directement. Et malgré que la SPA avait mes coordonnées téléphoniques, ils m'ont pas appelé pour me dire qu'ils avaient pris le chien ce jour-là. Et coïncidence ou pas, une semaine avant ça, on avait tenté de fracturer ma porte d'entrée au rez-de-chaussée. Et donc moi, le soir, en rentrant du travail, du coup, la première chose que je fais, c'est d'ouvrir le volet roulant pour sortir mon chien de la terrasse et le faire se dégourdir les pattes dans le jardin. Et là, je le trouve pas. Donc je comprends pas. Je le cherche partout. J'essaie de parler aux voisins du fond. J'appelle mon conjoint qui arrive en catastrophe. Et là, on a dû deviner en fait par nous-mêmes que la SPA avait pris le chien. Il y avait des traces de griffures sur le rebord extérieur de la rambarde en bois, une touffe de poils qui était coincée sur l'échelle en bois que j'avais laissée sous ma terrasse. Et les questions posées par la SPA au voisinage le jour même. Donc en fait, on a fait cette déduction que c'était la SPA qui était venue. Sans cette déduction, en fait, j'aurais peut-être jamais su que mon chien avait été pris par eux, et le lendemain quand j'y suis allée, j'avais toujours pas eu d'appel de la SPA me disant qu'ils avaient mon chien.
Du coup, quand je suis allée le récupérer, c'est Fanny Lautin qui m'a accueilli sèchement. Elle m'a dit que mon chien avait eu un coup de chaud, qu'il était déshydraté, qu'il avait dû être vu en urgence par un vétérinaire, qu'il souffrait de diarrhée et qu'il avait dû recevoir un traitement. De mon côté, il n'y avait pas de traces de diarrhée sur la terrasse. Et je pense que quand on prend un chien, qu'un inconnu vient prendre un chien sur une terrasse à 3 mètres de haut, qu'il embarque dans une voiture et qu'il met avec d'autres chiens qu'il ne connaît pas et qui sont en stress, il y a de quoi avoir des diarrhées. Du coup, je demande quel est le traitement, s'il faut le poursuivre, et elle me dit pas la peine, il n'y en a plus besoin. J'ai jamais eu aucune preuve en fait qu'il avait été vu par un vétérinaire ou qu'il y avait un traitement, rien du tout. Donc à la suite de cette discussion, moi je me suis engagée du coup à rénover l'enclos pour qu'il soit entièrement conforme à leurs exigences. Et Fanny Lautin m'a dit que la SPA viendrait constater les améliorations que j'aurais faites. Donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai commencé à améliorer l'enclos, et en parallèle, je suis quand même allée déposer plainte à la gendarmerie le 21 mai pour l'intrusion d'une personne chez moi et le vol de bounty. Il a fallu que j'insiste pour déposer ma plainte, parce que quand j'ai expliqué la situation, on m'a dit que pour porter plainte, il valait mieux que mes papiers, les papiers d'identification soient en règle, que mon chien soit bien vacciné, etc. Je l'ai quand même déposée, et cette plainte, elle a jamais eu de suite. J'ai jamais eu aucun retour, aucun mail, aucun courrier pour me dire si ça avait traité ou pas. Et j'avais renvoyé un mail en février 2025 au palais de justice, auquel j'avais pas eu de réponse aussi, pour connaître le statut de ma plainte. Et en fait, j'ai appris le jour du procès que ça avait été classé. Le 23 mai, c'était la fin d'après-midi, j'étais en train de réaménager l'enclos avec mon conjoint, et mon chien, il s'est échappé du jardin. Et ma voisine qui habite en face a vu qu'elle était toujours pas débarrassée de mon chien. Donc du coup, elle l'a pris, elle l'a mis dans sa voiture, elle l'a emmené à la SPA. Donc du coup, ma voisine a pris le chien qui était dehors, l'a fait monter dans sa voiture et l'a directement emmené à la SPA. Donc moi, je me suis rendu compte de sa disparition à peu près une demi-heure plus tard. J'ai cherché mon chien partout dans la rue et aucune trace de lui. Et là, j'ai vu ma voisine arriver en voiture, se garer, passer devant moi à pied, me regarder sans rien dire. Voilà, donc j'ai compris qu'elle l'avait pris pour l'amener là-bas. Donc dès qu'on a compris, on y est parti dans la foulée, porte close, quand on est arrivé à la SPA, et mon chien m'a entendu et je l'ai entendu aboyer, se manifester. Donc je savais que c'était à nouveau eux qui avaient mon chien. Le 24, je le récupère du coup à nouveau. Mais là, à nouveau, un rebondissement. La gendarmerie me contacte en me disant qu'ils veulent effectuer une médiation entre moi et la SPA pour éviter que la situation s'envenime. Donc moi, je comprends difficilement parce que je me suis engagée à refaire l'enclos. Et puis, je me vois pas de toute façon retirer ma plainte parce qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi, parce qu'on m'a volé le chien, donc je me vois pas du tout retirer cette plainte-là. Mais j'accepte néanmoins en me disant que de toute façon, j'ai rien à me reprocher. Et en fait, lors de cette entrevue à la gendarmerie, le gendarme est resté en retrait et on peut dire que c'est Johanna qui a mené la danse, pendant une demi-heure à 1 heure. En alternant fausse compassion et fermeté. C'est à peine si ça a été évoqué qu'on était rentré chez moi pour voler mon chien. Ça a été survolé parce que j'en ai parlé. Et elle a justifié tout de suite son action par le fait de dire que mon chien était en urgence immédiate par rapport à ce coup de chaud, qui nécessite, du coup, je le rappelle, d'ouvrir le portail, de traverser tout le jardin, d'aller à l'arrière de la maison, et puis de prendre une échelle, parce qu'il n'y a qu'une partie qui est visible par des barreaux, mais toute l'autre partie de la terrasse, c'est des parpaings en fait. Donc il n'y a pas de visibilité sur la majeure partie de la terrasse. Elle m'indique que mon chien n'avait pas d'eau, donc moi je lui rétorque qu'il lui suffisait de tourner la tête pour qu'elle voie les gamelles, qu'il y avait tout ce qu'il fallait. À un moment donné, il y a le gendarme qui a demandé à sortir du bureau parce qu'un collègue avait besoin de lui, en me laissant seule avec Johanna.
Et ça m'a semblé ahurissant, mais devant l'uniforme, j'ai pas osé dire que je trouvais ça inapproprié. Et voilà, après à son retour, je me suis entendu dire qu'on me jugeait pas, que j'essayais de faire de mon mieux, que c'était pas de la maltraitance mais de la négligence, et que dans ma situation, il valait peut-être mieux que je laisse le chien. À la fin de l'entretien, j'ai essayé de proposer des solutions, puisque dans une médiation, c'est généralement ce qu'on fait, on essaie de trouver une solution entre les deux parties. Et Johanna Thinard les a systématiquement rejetées. Je parlais des travaux actuels sur l'enclos, elle m'a dit que le chien, ça l'empêcherait pas de s'échapper. J'ai proposé une clôture électrique, on m'a dit que ça empêcherait pas le chien d'aboyer. Et quand j'ai proposé un collier anti-aboiement, elle m'a répondu que les voisins pouvaient très bien à nouveau faire un signalement auprès de la SPA en me disant que j'étais maltraitante parce que je mettais un collier anti-aboiement à mon chien. Donc moi, je me sentais sous pression et démunie, donc j'ai fini par craquer. Et j'ai accepté de me séparer de mon chien. En pensant que j'avais peut-être fait preuve de négligence, comme le disait Johanna. J'ai commencé à lui décrire le caractère de mon chien pour qu'elle trouve une famille qui lui corresponde. Et là, elle m'a fait taire par un « vous inquiétez pas, on a l'habitude ». De là, le gendarme il nous a demandé d'aller signer les papiers à l'extérieur de la gendarmerie. On s'est assis sur un banc, j'ai pleuré longtemps. Johanna Thinard, elle continuait avec sa fausse compassion. Et j'ai fini par signer le document. Donc je lui ai donné le carnet de vaccination de mon chien. Et elle m'a dit qu'elle me le laissait 24 heures. Pour que mes enfants puissent lui dire au revoir à mon chien. Donc on me le laisse alors que je suis maltraitante ou négligente. Mais bon, on me fait cette fleur. Donc le jour même, en début d'après-midi, mes parents, je les ai appelés pour les avertir de la situation et ils comprennent pas. Et ils me disent non mais nous on l'adopte en fait, le chien, tu peux pas le laisser à la SPA. Donc ils se sont rendus à la SPA. Ils connaissent bien mon chien, ils le gardent régulièrement et donc ils expliquent tout ça à la SPA en disant que en attendant de trouver une solution ou de l'adopter, ils préfèrent qu'il reste dans la famille, le garder. Moi j'étais prête à aller à la gendarmerie, à signer un document pour dire que j'exercerais plus de droits sur mon chien si mes parents l'adoptaient. Et ça a été un refus catégorique. On s'entend dire que Bounty, s'il n'est pas là le jour et l'heure fixée, la SPA enverra les gendarmes au domicile de mes parents. Dans l'après-midi, je conduis mon chien à la clinique vétérinaire de Laragne pour rétablir la vérité, prouver que mon chien est en bonne santé, chose qui est confirmée par le vétérinaire. Mais comme j'avais pas son carnet de vaccination à mon chien, la clinique avait contacté la SPA entre-temps pour avoir le carnet et du coup la SPA a déboulé à la clinique vétérinaire pour le reprendre directement. Donc le ton est monté dans la clinique, le vétérinaire nous a demandé de régler ça à l'extérieur et la SPA a à nouveau refusé que mes parents adoptent le chien en disant vous aurez pas de droit sur Bounty, vous avez aucun droit sur lui, j'ai décidé ça avec mes 2 collègues puisque Johanna était pas seule. Ce jour-là, à la clinique vétérinaire, ils étaient 3 de la SPA. Et là, la SPA a récupéré mon chien. Voilà, en refusant du coup que mes parents l'adoptent, alors que, soi-disant, à ce moment-là, ils croulaient sous les demandes et qu'ils avaient plein de pauvres loulous qui étaient adoptés dans une situation catastrophique. À la suite de ça, mes parents, les 25, 28 mai, 31 mai, 1er juin, ils ont remis des courriers en main propre, ils ont envoyé des mails, ils ont appelé pour réitérer leur demande d'adoption et exprimer leur incompréhension, mais aucune réponse de la SPA. Donc, vu qu'il n'y avait aucune réponse ni de la SPA de Vennes ni de celle de Gap, on est allé contacter Maître Hendrickson, qui lui avait envoyé un courrier recommandé à la présidente de la SPA Sud-Alpine, là encore, pas de réponse de personne. Voilà. Donc ce jour-là, en fait, on m'a juste pris mon chien, on m'a poussé à bout et on m'a privé de le garder dans de bonnes conditions au sein de ma famille.
Et cette histoire, en fait, elle a été ravivée quand j'ai appris que la SPA était poursuivie. Et du coup, j'ai pris contact avec Tamara. Et c'est là que j'ai à nouveau déposé une plainte à la gendarmerie. Sinon, le fait d'introduction chez moi et de vol de mon chien, il n'aurait jamais été jugé. Voilà. Donc, je me demande comment c'est possible que des refuges s'octroient autant de droits en cas de négligence. Si on peut parler de négligence quand une personne annule ses rendez-vous pour aller voir son chien, quand elle le promène, qu'elle le nourrit, qu'elle l'amène en voyage, qu'elle essaie de prendre ses responsabilités pour trouver des solutions qui conviennent au voisinage et au chien. Donc la seule négligence que j'ai commise, en fait, c'est juste de pas m'être respectée. Et voilà, j'espère juste que mon chien, il a pas été trop longtemps dans ce refuge. Et qu'il est dans une famille aimante. Il faut savoir que mes enfants, ils me réclament toujours le chien. Et qu'à chaque fois que je sors de ma maison, je vois la maison de ma voisine, donc ça me rappelle à chaque fois cette histoire. Donc voilà, je suis contente de pouvoir établir la vérité aujourd'hui et qu'on nous laisse la parole parce que on n'a pas pu le faire au tribunal. Donc merci à vous. Merci beaucoup Laetitia pour ce témoignage extrêmement poignant et rempli d'émotions. Tamara, est-ce qu'il y a d'autres faits importants dont tu pourrais nous parler ? Alors des faits importants, il y en a beaucoup. On pourrait en parler pendant des heures. J'aimerais tellement vous parler de tous les cas un par un, comme Lucky, ce chien soi-disant sauvé par la SPA Sud-Alpine qui a fini euthanasié parce qu'ils n'ont pas su le gérer. C'est une histoire qui m'avait profondément marquée parce que le chien a quand même fini une nouvelle fois décédé et alors que soi-disant il a été sauvé. Et puis aussi d'un autre chien où la SPA elle a quand même laissé 4 mois avec une hanche fracturée. Ils l'ont opéré très tardivement, le laissant souffrir. Ça aussi, j'aimerais bien aussi pouvoir comprendre les motivations de la SPA. Ou bien vous parlez aussi, alors là, c'est pas la SPA, hein, là c'est la police de Gap qui rentre dans un logement, qui saisit un animal sous un prétexte qu'il n'a pas de puce et qui repart avec sous le bras. Donc là, encore une fois, un chien arraché à sa famille. Ou pourquoi est-ce que la SPA peut manipuler les images même quand ça a été évoqué au tribunal, par exemple pour le chien Klein, présenté comme vivant au milieu de ses excréments, alors que moi j'ai une vidéo et en fait ce ne sont pas des excréments, c'est l'intérieur d'un coussin marron qu'il avait déchiqueté. Ou bien encore ces animaux, ça aussi ça m'avait beaucoup marqué, qui ont été saisis et qui sont actuellement en vue de reproduction. Et puis je pense aussi à un chien, le chien Iron, abattu par la police de Gap dans un couloir d'un immeuble. Là encore une fois, pas de réelle explication, on laisse les choses comme ça. Des cas, j'en ai plein, je viens d'en penser à un autre. Une dame, voilà, qui au commissariat de police se voit saisir son animal. C'était son animal thérapeutique qui l'aidait parce que c'est une personne avec de grandes faiblesses psychologiques. Cet animal a fini une nouvelle fois à la SPA Sud-Alpine. Et comme par hasard, j'ai rencontré l'adoptante de cet animal qui peut me désigner le policier qui a amené cet animal dans cette SPA. Alors des cas, j'en ai énormément et est-ce que je vais tous les énumérer? Non. Mais en tout cas, voilà. Tout ça, c'est des questions qui sont, encore une fois, laissées sans réponse. Et j'espère que dans l'avenir, on pourra saisir le juge d'instruction et qu'il mette tous ces cas à jour, qu'il pourra, voilà, enquêter là-dessus, cas par cas, et que la vérité se fasse sur l'intégralité de ce qui s'est passé avec la SPA Sud-Alpine. Il y a aussi un cas pour lequel je me bats, c'est le cas d'un monsieur de 70 ans qui vit seul avec son chien, un monsieur placé sous curatelle renforcée, un monsieur très gentil, j'ai pu le rencontrer à plusieurs reprises, dont là aussi la saisie de son animal a complètement dérapé.
je souhaite aussi préciser que, selon moi, l'acte a été prémédité, car ils avaient dit en rigolant qui tire à la courte paille pour savoir qui va le plaquer au sol. Ce monsieur s'est vu arracher son chien. Voilà. Il y avait des possibilités de pouvoir aider ce monsieur et son chien et ne pas lui arracher de cette manière-là, de pouvoir l'aider et l'accompagner. Finalement, ils ont opté pour la manière forte et il a fini par donner son chien, et une fois qu'il a voulu rentrer dans son petit studio de plein pied, ils ont envoyé du gaz lacrymogène dans le logement. L'ont bien, du coup, sorti et plaqué au sol. Voilà, ce monsieur n'avait rien demandé. Et pour ça aussi, on se bat pour que justice lui soit rendue pour les violences qui lui ont été commises contre sa personne. Et je me dis aussi que ça aurait pu aller encore plus loin. Et je n'ose imaginer tous les autres cas qui ne sont encore pas connus, vu à quel point certains faits ont complètement dérapé. Et justement, peut-on encore vous contacter si une personne a subi des faits similaires ? Oui, bien sûr. On peut me contacter au 07 49 87 31 23. 07 49 87 31 23 ou sur Facebook Karma de Sian. Voilà. Alors pourquoi ne pas avoir rendu l'affaire publiquement plus tôt ? Alors j'aurais dû sortir l'affaire ainsi que les preuves plus tôt, dès septembre 2022, dès que tout ceci est arrivé, car aux yeux du public, ce qu'on a vécu ressemblait plus à une simple guerre entre un élevage et une SPA pour une histoire de sauvetage, de maltraitance, d'abandon, histoire d'un chèque. Mais les preuves, elles mentent pas, et nous les avons, tout cela aurait été différent. L'affaire aurait pris une toute autre tournure, et par exemple, l'histoire de Séverine et Monsieur Amoudru, si j'aurais tout dit dès septembre 2022, n'aurait jamais existé, car je suppose que ça les aurait arrêtés. En tout cas, ces preuves sont bien là. Quelles sont ces preuves ? Des preuves, on en a de toutes sortes. Mais celles qui pour moi sont les plus parlantes, ce sont des audios. Parce que ce qui était en train de se passer était trop grave. Il fallait bien montrer notre bonne foi et leur manière de procéder. Une partie a été transmise à la brigade de recherche. Ça a été joint au dossier et Monsieur Janetta m'a dit que il ne les avait pas vus. Et ça, c'est profondément anormal. On doit être égaux devant la justice, pas voir disparaître ce qui dérange. En tout cas, toutes les preuves seront désormais remises au juge d'instruction. Et ces preuves n'ont pas été rendues publiques plus tôt, peut-être par le fait qu'il y ait une enquête en cours ? Oui, c'est exact. Comme il y avait une enquête en cours, moi j'y croyais en cette enquête. Pour moi, c'était impensable que la justice puisse mettre tout ça de côté. Ces preuves pouvaient révéler la vérité sur ce qu'on était en train de vivre concernant Sian et Tyson et sur ce que la SPA était en train de nous faire subir. Et avec les mêmes procédés également à d'autres, je faisais confiance au système, car tout aurait été différent pour nous et pour beaucoup d'autres. Vous aviez rendu l'affaire publique en janvier 2024, c'est bien ça ? Oui, on a rendu l'affaire publique en janvier 2024, car pendant 8 mois qu'on tentait d'obtenir un rendez-vous avec le chef de l'enquête pour pouvoir continuer les plaintes et les témoignages, plusieurs victimes voulaient être entendues et il y a eu un refus catégorique. Toutes les personnes ont été empêchées d'être reçues et rien qu'à ça, déjà c'est très grave. À chaque fois, on avait toujours la même excuse. Désolé, grosse affaire de pédophilie, on verra plus tard. Mais ça durait, encore et encore. 8 mois comme ça, et ce que je n'ai jamais compris, c'est pourquoi on devait forcément passer par le chef d'enquête. Quand on allait dans une autre gendarmerie, on nous disait « Non, vous devez voir avec le chef de l'enquête à la brigade de recherche ». Alors, avant de sortir l'affaire, j'ai fini par aller directement au tribunal pour une simple question, qui est de mon droit. Où en est l'enquête ? Quel était le statut de nos plaintes ? Et là, pendant 3 jours, ils m'ont baladé. 3 jours de refus. Et j'ai également fait des mails
Je les ai encore. Jusqu'au 3e jour où la secrétaire du tribunal de Gap m'a engueulée en me disant de ne plus jamais revenir. Elle m'a dit que si je devais attendre 3 mois, 6 mois, 1 an pour avoir une réponse, eh bien ce serait comme ça, mais qu'il ne me répondrait pas. C'est ce jour-là que j'ai compris qu'il fallait que je parle. J'avais encore mon restaurant à l'époque et j'ai pris une décision, sortir l'affaire. Le fait qu'il y avait une enquête contre la SPA Sudalpine, ce jour-là, je savais que je prenais un énorme risque. On a alors accroché des banderoles sur les murs de mon établissement, c'était à Laragne, et croyez-moi, c'était très difficile à vivre, parce qu'au fond, c'était pas à moi de faire ça. Ce n'était pas à nous de porter ce poids, ça aurait jamais dû arriver jusqu'à là. Et là, tout s'est en apparence débloqué, et je dis bien en apparence. En tout cas, cette action a permis qu'il y ait un procès, sans ça, rien ne se serait passé, ça c'est mon avis. Avant de faire cette action, j'avais sollicité la presse locale, personne n'a voulu de ce dossier, personne, beaucoup avaient tous les éléments, mais refusaient d'agir. Vraiment, ça a été le silence total. Une journaliste m'a même dit « J'ai peur pour ma carte de presse ». J'ai encore ce message. Alors qu'on me dise quelle était la solution, pour moi, il n'y en avait aucune. Ce jour-là, j'ai mis en risque mon commerce, ma famille, tout ce que j'avais. Mon mari avait déjà pratiquement perdu son élevage et sa pension, mais c'était impensable de laisser les choses continuer ainsi. J'ai aussi tous les SMS que j'ai envoyés à la brigade de recherche qui prouvaient mon désespoir, alors qu'ils bloquaient un dossier. Et s'ils ne bloquaient pas ce dossier, qu'on m'explique pourquoi, pendant tout ce temps, ils ont refusé de prendre les plaintes et les témoignages. Une seule plainte a pu être déposée, une seule, et seulement parce que j'avais prévenu que j'allais faire venir un huissier de justice. Voilà où on en était. Quelles ont été les réactions de l'opinion publique lorsque l'affaire a été rendue publique ? Eh ben alors, comme pour tout, il y a du négatif et du positif. Du côté négatif, rien d'étonnant, la SPA a continué à nous salir. Elle nous salissait déjà avant, ils ont continué, et ils ont aussi sali beaucoup de victimes. Ils ont envoyé leurs adhérents nous attaquer. Ça a été très dur pour certaines victimes de voir leur histoire traîner dans la boue. Et bien sûr, il y a eu une plainte déposée contre moi. Ça, c'est tout à fait normal. Je ne conteste pas leur droit de se défendre, mais c'est le contenu de la plainte qui m'a profondément dérangée. Mais il y a aussi eu du positif. Notre action a mis en lumière ce qui se passait vraiment, et ça, je sais que ça en a affolé plus d'un. Le Dauphiné libéré a fini par sortir un article, le seul vraiment proche de la réalité. Merci au journaliste Monsieur Champommier. Ça a jeté un pavé dans la mare, mais ce n'était pas suffisant, parce que le but n'était pas seulement que les gens sachent un peu. Le but, c'était que toute l'enquête sorte dans son intégralité et qu'on arrête de sélectionner ce qui arrange juste pour minimiser les actes de la SPA et donner un semblant de justice à la population. Une plainte a été déposée contre toi ? Oui. Quelle était la nature de cette plainte ? Alors, sur cette plainte, déposée au nom de la SPA par Madame Lotin, il est écrit que je souhaitais les détruire, que j'aurais dit cela mot pour mot. Elle affirme également que j'aurais dit connaître leur nom, leur adresse, et que si rien n'était fait, je diffuserais ces informations sur les réseaux sociaux. J'ai trouvé ça profondément choquant parce que cette vidéo dont elle parle n'existe tout simplement pas. Madame Lotin se contredit d'ailleurs entre ce dépôt de plainte et ce qu'elle a déclaré lors de sa garde à vue concernant l'affaire qui nous concerne. Elle prétend que si je lui en veux, c'est parce qu'elle aurait mis un frein à mon prétendu élevage illégal. Or, encore une fois, il n'y a jamais eu d'élevage illégal. C'est une accusation grave sans aucun fondement. D'autres personnes de la SPA Sudalpine, dans leur audition, ont répété les mêmes mensonges. L'une d'elles, Madame Lucille Lamiran, est même allée jusqu'à dire que j'aurais déclaré vouloir les brûler. Ce sont des propos d'une violence extrême que je n'ai jamais tenus, et je le dis clairement ici, je ne laisserai pas passer de telles accusations. Pourquoi, selon toi, ont-ils porté ces accusations ? Parce que le but, c'était de nous salir, de détourner l'attention. Quand on met une lumière sur des pratiques qui dérangent, on devient une cible. Au lieu d'exprimer leurs manquements, ils préfèrent inventer des histoires, des propos violents que j'ai jamais tenus. C'est une stratégie classique. Ils n'ont pas changé leur ligne de conduite. Et puis leur accusation, elle ne date pas d'hier. Elle remonte déjà dès l'été 2022, bien avant l'affaire du berger blanc suisse sur la falaise. Cette affaire-là, c'était un joli coup de com', mais dès l'été 2022, la SPA Sudalpine tournait déjà autour de l'élevage. Leur objectif était clair, saisir tous les animaux, faire ce que tout SPA rêve de faire, qui est de faire tomber un élevage pour se mettre en avant et servir leur nouveau projet qui était leur structure BISA.
Alors, elles ont martelé officieusement d'abord, hein, puis dans leur déposition ensuite que j'avais un élevage illégal. Elles racontent à qui voulait bien l'entendre, mais encore une fois, c'est faux. Je le redis clairement, il n'y a jamais eu d'élevage illégal à Ventavon, et c'est parce qu'elles avaient construit cette version dès l'été 2022 qu'elles continuent à le répéter encore aujourd'hui. Comme tu parles beaucoup d'autorité publique, est-ce que tu as saisi l'IGPN, l'IGGN aussi? Alors, on rappelle que ce sont des garants de l'éthique, de la déontologie et des règles, de la police et de la gendarmerie. Alors oui, j'ai bien fait des signalements à l'IGPN et l'IGGN. Je pense pas que je suis la seule à l'avoir fait. Parce qu'en fait, on avait déjà les noms, on avait déjà compris comment fonctionnait le système avec la SPA Sudalpine. Et malgré cela, hein, en mai 2025, j'ai lu dans la presse qu'il n'existait aucune collusion entre la SPA et les autorités. J'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à comprendre cette affirmation, surtout sachant que les plaintes avaient été déposées visant les autorités et que des faits précis avaient été dénoncés. La réponse que j'ai aussi eue de l'IGPN ou l'IGGN, ça a été de voir avec les autorités locales qui devaient, eux, les solliciter et pas moi. Puis en fait, en réalité, on m'a expliqué que le parquet ne pouvait pas se mettre à dos des agents assermentés. Alors si c'est ça, on nous a sacrifiés pour protéger l'institution au détriment de la population. La SPA a dit qu'elle ne connaissait pourtant pas les limites de la loi et qu'en plus de cela, c'était le plus souvent devant des gendarmes et des policiers. Donc oui, une nouvelle fois, ça porte interrogation sur leur rôle. Et je pense que l'IGPN, l'IGGN auraient dû être sollicités. Bon, la SPA connaît parfaitement les lois, trop bien même. Elle les connaît tellement bien qu'elle savait comment jouer avec pour arriver à leur fin. Donc au début, j'avais du mal à croire qu'un policier ou un gendarme puisse tomber dans le panneau. Pour moi, c'était inconcevable. Et pourtant, avec le temps, j'ai compris que certains ont voulu les aider, pensant bien faire. Ça, je peux l'accepter. Parce que même nous, avec Tyson, Monsieur Gianetta s'était fait avoir en croyant bien faire. Mais dire que là, tous étaient naïfs, je n'y crois pas. Pas tous les policiers, pas tous les gendarmes se sont laissés berner. Il y en a qui savaient parfaitement. Il y en a qui ont même refusé de participer à tout ça. Parce qu'à un moment donné, il ne s'agit plus de naïveté, il s'agit de laisser faire ces dérives. Et ça, c'est exactement ce qui s'est passé. Certains policiers et certains gendarmes ont laissé passer des choses très graves pour permettre à la SPA de continuer. Donc oui, je pense que l'IGPN et l'IGGN auraient dû intervenir dès le début de l'affaire. Et également, suite à ces signalements que j'ai fait, j'ai reçu un courrier de l'ancien numéro 2 de la gendarmerie des Hautes-Alpes en début 2024. Il m'a écrit noir sur blanc qu'il fallait des réservistes, que le dossier était complexe, c'était des propos lourds de sens. Pour moi, je croyais vraiment à ce moment-là que l'IGPN et l'IGGN avaient été sollicités. Bon, est-ce que c'est l'histoire de me calmer et que j'arrête de signaler ces faits à l'IGPN, l'IGGN, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, ça s'est arrêté là, à ce niveau-là. En juillet 2024, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la SPA Sudalpine de Veynes et de Gap. Comment avez-vous ressenti ce premier déblocage de l'enquête ? Eh ben, moi, personnellement, je me suis dit que la SPA avait sans doute fait le ménage avant la perquisition. Parce que comme ils travaillaient beaucoup avec les forces de l'ordre, je me suis dit, il y a une fuite quelque part, ils ont dû faire le ménage sur les preuves qui auraient pu les incriminer. Donc, j'y croyais pas trop. Bah moi, je suis du même avis que Séverine. Cette perquisition, pour moi, les résultats, je savais qu'elle allait être moindre. Parce que les éléments, de toute façon, étaient déjà connus. Ils savaient qu'il y avait une enquête. Moi, je lâchais pas. Enfin, après, on était nombreux à pas les lâcher. Et je trouve qu'ils ont été... Enfin, ça, c'est mon avis, hein. Comment ça s'est déroulé, en fait, ça les a aidés. Donc, au final, cette perquisition, j'y croyais pas. Au sujet de la perquisition, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est que, par exemple, quand on dit qu'il y a eu du nettoyage, alors moi, ça m'a été confirmé par un ancien membre de la SPA Sudalpine, mais surtout, les vidéos qu'ils ont filmées chez Madame Laurence, et même devant Madame Laurence, n'ont pas non plus été retrouvées. Voilà, donc oui, on suppose que la SPA a bien enlevé ce qui les dérangeait.
Merci Laetitia, merci Séverine, merci Tamara d'avoir apporté vos témoignages à cette première partie. Je rappelle que vous pouvez suivre la deuxième partie de cette émission qui sera principalement consacrée au procès du 25 septembre et notamment avec la présence de Maître Hendriksen. Si vous souhaitez nous encourager, nous épauler à continuer nos programmes pour vous proposer des contenus toujours plus proches de vous, vous pouvez effectuer un don en vous rendant sur le site internet de KTB Radio. Donc c'est ktbradio.org. Nous vous remercions par avance de l'aide que vous pourriez nous apporter. Vous pouvez télécharger les applications gratuites de KTB Radio depuis Play Store et App Store pour nous écouter où que vous soyez. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur tous nos réseaux également. Merci d'avoir été à l'écoute de cette première partie de ce programme consacré à l'affaire de la SPA Sud-Alpine. Et c'était Romain, votre radiologue de KTB Radio. KTB Radio, c'est votre radio, la radio du peuple.